Très bien. Je vais bientôt commencer l'argumentation. Je voulais commencer avec une citation de Ernest Trismegistes, que certains peut-être connaissent, avec, je crois, la phrase qui résume toute la conférence. Donc, en comprimé, c'est ce que je veux dire. C'est que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'idée, c'est que ce que ça sous-entend, c'est qu'il existe une structure qui régit le fonctionnement de toutes les autres structures pour ensuite pouvoir palper. Non, tout à fait, pas de souci. Donc, déjà, la perception. La perception est l'interface qui est entre nous-mêmes et le monde extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on observe quelque chose, nous n'allons pas tous traiter l'information de la même manière. On va pouvoir partager l'expérience qu'on a eue. On va avoir aussi le sentiment de pouvoir être compris, ce qui est souvent le cas. Parfois, on se rend compte qu'il y a des limites. Donc, comment est-ce qu'on peut partager notre impression? Donc, cette perception, elle est aussi un miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui correspond à notre vision du monde. Et que nous avons donc aussi des points en commun. Ce qui fait que nous sommes capables de communiquer les uns avec les autres et, comme je le disais tout à l'heure, partager. Donc, un peu plus formellement, une analogie, c'est la ressemblance entre deux choses ou deux idées, sans pourtant être identiques. Des exemples que je donne, par exemple, c'est qu'on peut parler du corps comme étant un véhicule. C'est-à-dire qu'on a l'esprit qui pilote ce corps, et le moteur, c'est, comme par exemple le cœur, qui est justement cette pompe qui fait circuler le sang à travers le corps. On a encore un autre exemple, qui est par exemple plus dans la psychologie, la notion de culpabilité. La culpabilité peut être un poids, on peut parfois la visualiser comme étant quelque chose de très lourd, qui nous prive de notre liberté. Et généralement, lorsqu'on réconcilie un sentiment de culpabilité, on dit souvent qu'on sent un poids qui nous a été enlevé. Et finalement, un autre exemple, si mes autres analogies n'étaient pas encore assez claires, on compare aussi l'énergie corporelle avec l'énergie électrique. L'énergie électrique contenue dans une batterie. On a les batteries à plat. Moi, si je dis j'ai des batteries à plat, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Et se recharger, ça signifie prendre du repos et s'occuper de soi. Donc, là où je veux en venir avec toutes ces analogies, c'est que les systèmes de perception sont des variantes les unes des autres. Il n'y a pas de hiérarchie entre les systèmes. C'est-à-dire que ma manière de percevoir les choses est une variante de votre manière de percevoir les choses. On ne peut pas les hiérarchiser, parce qu'il n'y a aucun moyen de dire que je vois mieux le monde que quelqu'un d'autre. Tout comme je parlais tout à l'heure de l'introduction de Tarot avec son système symbolique, il n'est pas meilleur qu'un autre système symbolique. C'est une variante qui fonctionne tout à fait bien. Et comme les langues aussi, il n'y a pas une langue qui soit meilleure que l'autre. C'est juste une variante. C'est des combinaisons différentes, c'est des approches qui sont différentes. Et puisqu'il n'existe donc pas d'hiérarchie entre ces approches, il existe alors un niveau de compréhension qui va surpasser toutes les perceptions, qui sera plus global et plus complexe. Et où est-ce que ça nous mène? Eh bien, cette idée-là, je me suis dit qu'on pouvait la combiner avec le théorème d'aptitude de Gödel. Gödel était un mathématicien qui, en 1927, dans l'histoire de la philosophie et des mathématiques, détruit la logique et les mathématiques. Comme je disais tout à l'heure, et pour les personnes qui étaient absentes, il a eu le surnom de celui qui a détruit les mathématiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était sûr que même un système complet comme les mathématiques ne sont pas capables de prouver leurs propres actions. C'est-à-dire que si j'ai, comme par exemple aujourd'hui en physique, on n'arrive toujours pas à tout expliquer. On arrive à des nouvelles tentatives d'explication où on rencontrera quasiment en permanence des contre-exemples.
Donc on se retrouve avec le même problème dans la perception. C'est qu'on arrive sur un plafond de verre qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus complet qui nous dépasse, mais pourtant on est freiné. Alors je donnais un exemple, par exemple pour notre cas, quand on applique le théorème de complétude dans la perception, c'est par exemple je suis un être conscient. Je ne peux pas prouver que je suis un être conscient. Par contre, dans mon expérience personnelle, je vois tous les indicateurs qui disent que je suis un être conscient. Par contre, je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas être sûr à 1000% que c'est le cas. Donc, l'implication finalement de la combinaison de l'approche analogique avec le théorème de complétude, c'est qu'on se retrouve finalement avec deux interprétations de cette combinaison. Soit nous sommes dans un rêve dénué de sens, je suis peut-être dans votre rêve et vous êtes dans son rêve et nous faisons tous partie en fait de son rêve à lui. Donc finalement plus rien ne fait sens. Et donc l'autre interprétation, c'est finalement qu'il y a une réalité qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire que notre condition humaine ne peut pas comprendre cette interprétation. Donc, pour rapidement résumer le cheminement que l'on a fait, c'est que nous avons combiné le théorème de complétude avec l'approche analogique sur la perception. Et que la question qui nous reste à résoudre finalement, c'est que nous ne savons pas si nous sommes finalement dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans un rêve, ou si nous sommes dans une réalité physique ou bien métaphysique qui transcende toutes ces couches. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que je vous ai perdu? Pas de remarques, pas de critiques? Alors je continue. Bien. Donc, nous nous retrouvons donc avec cette double question, le double problème, où nous nous retrouvons soit dans un rêve ou soit dans une réalité qui nous dépasse. Ce qui veut dire que finalement, on se retrouve un peu nu dans l'obscurité. Donc tout ce qui nous reste, quand on se retrouve nu dans l'obscurité, il nous reste notre foi et notre libre arbitre. C'est les seules choses sur lesquelles on peut compter. Donc, l'avantage, c'est que finalement, puisque toutes les perceptions sont des variantes les unes des autres, donc finalement, elles sont toutes justes. Parce qu'on a foi dans notre perception, et indépendamment si on est convaincu d'être dans un rêve, ou d'être dans une réalité physique ou métaphysique qui nous dépasse, elle est valable. Tout comme un système mathématique ou un système logique s'explique lui-même en acceptant qu'il ne peut pas être complet. Donc, à partir de là, il y avait encore cette étape-là, pour rapidement illustrer tous ces systèmes qui se complètent eux-mêmes, j'en ai pris quelques-uns au hasard. Est-ce qu'il y en a un qui... est-ce que quelqu'un souhaiterait que je développe l'une de ces thématiques? Juste préciser archétype. Archétype est un terme inventé par Carl Gustav Jung, qui a créé la psychologie jungienne. Vous connaissez? Ça me dit quelque chose, je ne sais pas du tout. Alors, c'est un monstre de la psychologie du XXe siècle. Il a créé donc le principe d'archétype, c'est-à-dire que dans les psychoanalyses qu'il a faites, des milliers avec ses patients, ils ont fait beaucoup d'analyses de rêve. Et ces analyses de rêve sont généralement des manifestations de symboles et des combinaisons de symboles. C'est-à-dire que généralement, un rêve est souvent l'expression d'un sentiment ou d'une idée par combinaison symbolique. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des récurrences dans les symboles et les structures symboliques. Et il les a appelés archétypes. Ah, ok. Ah, je connaissais, je savais pas que c'était. Alors, c'est le terme. Ok, super, merci. De rien. Est-ce que je développe encore autre chose? Ou est-ce que pour vous c'est assez clair? Par exemple, est-ce que pour vous c'est clair que j'ai mis le terme film dans cette liste? Exactement. Comme par exemple, le Seigneur des Anneaux, c'est une réalité qui se complète lui-même, qui a sa propre mythologie, comme Star Wars, comme Harry Potter, ce genre de choses. Et du coup,
c'est un parallèle avec la mythologie, qui lui aussi est une multiplication par un cieux. Alors le film, c'est une mythologie par support visuel moderne, où on va justement mettre en interaction différentes figures symboliques qui sont des personnifications de symboles. Les personnages sont tous des personnifications de symboles. Le héros est généralement celui dont le public va s'identifier le plus, et il va vivre un cheminement qui est généralement un développement personnel. Donc c'est là où je voulais en venir. Donc, poursuivons. J'espère que vous n'avez pas perdu. Si c'est le cas, vous me le dites, parce que je peux vous ramener facilement. Pour résoudre le problème qui était de se demander si on était dans une réalité qui nous dépassait complètement ou dans un rêve, il y a un outil que j'aimerais vous présenter qui est la géométrie hyperdimensionnelle. Pour faire simple, la géométrie hyperdimensionnelle, c'est un environnement dans lequel les structures géométriques ont plus que 3 dimensions. L'exercice mental que je vous propose, qui est facile, c'est qu'un cube est déclinable en deuxième dimension en un carré, et ensuite en une ligne dans la première dimension. Mais le cube peut aussi être décliné dans les dimensions supérieures, dans un tesseract. Un tesseract, c'est un cube en 4D. Et il y a encore le cube qui peut être décliné dans d'autres dimensionnalités. Et donc cet outil va nous permettre, cet outil géométrique va nous permettre d'accéder à une propriété que je trouve très intéressante, qui est que, comme je disais tout à l'heure, les formes vont garder leur propriété d'une dimensionnalité à l'autre. C'est-à-dire qu'elles gardent leur identité, ça peut nous exprimer différemment. Ça veut dire qu'une forme géométrique, pour la reconnaître, il faut simplement retrouver l'information qu'elle porte. C'est les propriétés d'angle et de proportion. Un carré sera toujours un quadrilatère avec un angle de 90 degrés entre chaque droite. C'est sa définition. Sinon, c'est autre chose. Donc, à partir de là, on se retrouve avec un outil assez intéressant dont je propose maintenant la nouvelle analogie, c'est de faire une analogie entre une pensée ou une idée et une forme géométrique. Ça veut dire qu'on peut, comme un symbole, associer une idée à une forme géométrique ou à un symbole. Sauf que pour l'analogie actuelle, j'aimerais juste que vous fassiez cette représentation de vous visualiser une idée comme étant une forme géométrique et que, par analogie, cette idée est donc aussi déclinable sur d'autres niveaux de perception. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transporter une idée comme une forme géométrique sur d'autres niveaux de perception. Donc, comme je le disais ici dans l'application, les pensées dans les systèmes de perception sont des déclinaisons d'idées plus fondamentales et abstraites. Tout comme, par exemple, le cube, qui est la représentation plus complète du carré, et le tesseract, donc le carré en 4D, qui est en fait une représentation plus complète que le cube. Donc, ce qu'on se retrouve finalement, c'est qu'il y aura toujours un niveau de perception au-dessus de celui qu'on considère le plus complet. Parce que maintenant, si on fait l'analyse, si on continue cette analogie géométrique, c'est qu'on va se retrouver avec une chaîne où chaque idée ne sera que l'expression, le reflet de quelque chose qui lui sera supérieur. Et ce niveau supérieur est lui-même aussi l'expression de quelque chose qui lui est supérieur. Donc, finalement, on a en partie résolu le problème de se demander si nous étions dans un rêve ou dans une réalité qui nous dépassait, parce qu'on se rend compte que nous sommes que dans l'expression de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et que la géométrie va nous permettre de résoudre le problème que j'ai simplifié ici. Donc, l'approche au niveau analogique, c'est qu'on perd le sens des choses. C'est qu'on se retrouve avec une infinité d'interprétations qui sont toutes des variantes les unes des autres. Et que le théorème de complétude nous pousse, comme je disais tout à l'heure, à toujours trouver une explication qui va compléter la précédente. Et alors, c'est un nouveau problème qui sera rapidement résolu. Parce que là, on va pouvoir se retrouver avec comment on appelle ça, un effort personnel à devoir fournir, qui est qu'on ne peut pas comprendre l'infini, par définition. Donc, une fois qu'on se retrouve avec la multitude d'interprétations, ou bien la multitude d'explications, le seul moyen de se réconcilier, c'est d'accepter la notion d'infini. Et cette acceptation, alors,
ce n'est pas une solution facile où je prononce le poème qui dit j'accepte l'infini, amen. C'est que cette notion va nous permettre d'introduire un outil, je parlais tout à l'heure, qui était la fractale. Mais rapidement, il y a les implications de l'infini. Donc les systèmes de perception sont les déclinaisons d'une dimensionnalité inférieure d'autres systèmes plus vastes et abstraites, elles-mêmes déclinées d'un niveau supérieur. Donc la chaîne est infinie. Donc l'acceptation de l'infini, on se retrouve finalement dans une chaîne infinie, mais par contre, on va pouvoir se retrouver avec la notion de fractale. La fractale, la perception fractale résout ce problème d'infini. Une fractale, ça vient des mathématiques. C'est une structure qui est construite par répétition de cette même structure à l'infini. Un exemple, c'est par exemple, attendez, je vais vous montrer un exemple tout de suite parce que ce sera beaucoup plus parlant. Voilà. Ça, c'est la fractale de corps. L'idée, c'est que sur chaque ligne droite, on va installer un triangle. Et que par répétition de cette logique, on va se retrouver avec ce qu'on appelle le flocon de neige de corps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce niveau, on le retrouve donc ici et ici aussi, et ainsi de suite, donnant la confusion de ne pas savoir sur quelle échelle de perception nous sommes. Est-ce que nous sommes finalement à l'étape numéro 1, ou est-ce que nous sommes complètement dans la première étape, et finalement on ne se rend pas compte qu'en fait nous sommes quelque part ici. Donc, pour revenir rapidement sur la feuille précédente, donc l'implication, c'est que le fait de perception est comme une fractale, c'est-à-dire que nous nous retrouvons comme une forme géométrique qui est l'expression de quelque chose qui est supérieur, mais cette expression de quelque chose qui est supérieur, lorsqu'on accepte que c'est une chaîne infinie, on se retrouve, par la logique de la fractale, étant elle-même en fait l'expression de nous-mêmes. Et on revient aussi sur ce que je disais tout à l'heure, que la perception est le miroir de nous-mêmes. Donc, vous l'aurez deviné, ce que j'ai proposé, c'est de faire une analogie entre la perception et la fractale. C'est-à-dire que le système de perception que nous avons ici est une reproduction d'un système de perception qui est décliné, qui vient de quelque chose d'un peu plus abstrait, un peu plus complexe, mais qui, dans sa structure, est toujours la même. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est toujours de mettre un triangle là où il y a une ligne droite. Donc, en poursuivant cette attraction, la perception est la même chose. Donc, l'implication, c'est que les pensées sont comme des objets dans une fractale, comme la géométrie, elles gardent leur propriété d'un niveau à un autre. Donc, on peut suivre une idée à travers les différentes dimensionnalités. C'est comme ça, par exemple, qu'en métaphysique, on ne perd pas le fil d'un raisonnement logique. Parce que si on se retrouve dans des niveaux de compréhension de l'univers qui, on va dire, plus abstraits et plus complexes, il faut toujours être capable de savoir de quoi on parle. Sinon, on fait de la religion, finalement. L'idée, c'est de faire surtout de la philosophie. Donc, j'arrive maintenant sur la notion clé de la conférence, qui est la géométrie de pensée, et que donc, si l'on peut déterminer de quoi une pensée est l'expression, nous accédons à sa géométrie, c'est-à-dire à ses propriétés, pour faire l'analogie avec la géométrie, avec ses propriétés d'angle et de proportion, et nous pouvons donc la reconnaître dans d'autres systèmes de perception, comme le carré, qui devient un cube, qui devient un tesseract, et etc. Pour ensuite le retrouver ailleurs, qui en fait ici est facilement navigué. Donc, le gain de ce système de perception, c'est que nous allons donc pouvoir reconnaître les schémas, les symboles et les synchronicités, qui sont en fait des expressions de schémas, de structures. Et à partir de là, en utilisant la géométrie de pensée, on peut donc avoir un outil d'introspection et d'analyse, qu'elle soit vers l'extérieur ou simplement beaucoup plus simple, avec à la terre, la disposition des chaises, etc.
Donc, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère aussi que c'est quelque chose qui trouve une place dans votre esprit, qui pourrait peut-être vous servir à justement reconnaître ce que beaucoup de personnes se plaignent souvent en développement de vie, qui sont les schémas familiaux, ou par exemple les schémas relationnels. Ces personnes qui, en voulant changer de vie, déménagent et finalement reproduisent la vie qu'ils avaient fui dans leur nouveau lieu. Et tant que la structure dans laquelle on est n'est pas comprise, il ne peut que se répéter. C'est une fois qu'on l'a comprise qu'on est capable de l'influencer en faisant levier sur les bons points. Je dédie cette conférence à ma filleule, dont je regrette de ne pas être à son anniversaire aujourd'hui, et à ma femme, qui était la première avant moi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.